Bonjour et bienvenue dans la Manufacture de l'acteur, le podcast. Je suis Félix Philippard, comédien, improvisateur et formateur, et c'est moi qui présenterai cette émission. Vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que c'est, la Manufacture de l'acteur ? Eh bien la Manufacture, c'est une école professionnelle pour comédiens et comédiennes dans le 18e arrondissement de Paris. Et ce que vous écoutez, là, c'est le podcast pensé, créé et porté par nous, son équipe pédagogique. L'occasion pour nous de laisser la parole aux artisans de cette école, à celles et à ceux qui la font vivre et qui en sont les acteurs de tous les jours. Dans ce podcast, nous parlerons art du spectacle vivant, bien sûr, mais également pédagogie, transmission, ainsi que notre vision sur ce qu'est et doit être la formation de l'acteur en France. Nous y recevrons chaque épisode différents professeurs de notre école, qui parleront de leur point de vue, leurs attaches, et de ce qui leur tient particulièrement à cœur de transmettre à nos élèves. On y plaisantera, sans doute, on y digressera, parfois, mais surtout, nous essaierons de rester le plus vivant possible. Parce que c'est ça qu'on fait, du spectacle vivant. Alors il est hors de question de nous transformer en nature morte. Nous resterons donc vivants, et nous l'espérons, accessibles. Dans ce tout premier épisode de notre podcast, on va essayer de s'interroger sur le rapport au corps dans la formation de l'acteur, dans la formation de l'actrice, et en quoi c'est important de travailler là-dessus. Et pour ça, on accueille aujourd'hui Camille Lélu. Bonjour Camille. Hello. Camille, tu es danseuse, tu es chorégraphe, tu es professeure de danse à la Manufacture de l'acteur. Tu as été formée à Rennes, puis à Nantes, si je ne dis pas de bêtises. À Montpellier, non ? Montpellier aussi. Montpellier aussi. Tu as passé ton diplôme de professeur à Nantes. Et après, tu es tout de suite rentrée dans la vie de compagnie. Tu as travaillé avec plusieurs compagnies, dont la compagnie Les Pas Indispensables que tu co-diriges avec Anthony Courroyer et Vivien Le Tarnec. Tu as créé plusieurs spectacles, Inmost, Péril, tu as créé des spectacles dans plusieurs pays, l'Espagne, l'Argentine, si je dis pas de bêtises. Vietnam, pardon. Enfin voilà, tu as pas mal bourlingué, comme on dit dans le milieu. Tu as un bon petit parcours et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de discuter avec toi de tout ça, de ton rapport évidemment à la danse, qui est ton métier, mais aussi aux acteurs, au théâtre. Est-ce que tu peux déjà, ne serait-ce que commencer par nous dire, toi, comment en tant que danseuse, tu t'es retrouvée à t'intéresser au milieu du théâtre un peu plus spécifiquement ? Au départ, ce n'est pas vraiment de manière professionnelle, dans le sens où moi j'avais un papa qui était professeur de français et qui montait beaucoup de spectacles de théâtre avec ses élèves et qui en parallèle aussi faisait du spectacle de rue et du théâtre en amateur et de la composition musicale en lien. Donc j'ai un peu bercé, on va dire, dans le monde du spectacle. Et il se trouve que quand on a commencé à travailler avec notre compagnie, avec Anthony et Vivien, on a travaillé la recherche chorégraphique avec des inspirations, on va dire, danse-théâtre, dans cette volonté de mettre le corps au service d'une narration, donc d'être vraiment proche de ces questions d'interprétation. Et après la manuf, je reviens de voyage justement, où je suis partie un peu voir comment la danse était dans d'autres pays, ailleurs. Et quand je reviens, je tombe sur cette annonce de la Manufacture où ils cherchent une prof de danse. Et je me dis, ça peut être assez passionnant. Et ça fait 6 ans que tu enseignes à la Manufacture, si je dis pas de bêtises. Exactement, puisque tu étais dans les premiers, et il faut le dire. Ouais, j'étais là. J'ai vu l'arrivée, je peux témoigner de l'arrivée de Camille Lélu. J'ai vu mon arrivée. Et j'ai monté tout un programme. Je me suis questionnée sur comment je pouvais amener l'outil danse, l'outil corps, au service du texte, au service d'une pièce. Donc, dans cette idée d'aider à trouver des outils pour avoir un corps disponible, un corps sensible, un corps libre à l'interprétation. Alors ça, tout ça, on va y revenir et on a le temps pour ça et c'est chouette. Je voudrais juste m'arrêter une seconde sur quelque chose que tu as dit qui m'intéresse beaucoup. Tu parlais du rapport de narration. Le rapport de narration, ça inclut forcément de raconter une histoire. Et pour des gens qui ne seraient pas du tout de notre milieu, on pourrait croire que comment on fait pour raconter une histoire sans des mots ? Comment uniquement par un rapport de corps ? Comment vous faites pour arriver à ce rapport narratif ? Le corps est vivant. Le corps exprime énormément de choses, un peu à nos dépens parfois. Comment l'explorer pour qu'il soit au service d'une histoire ? Je pense que c'est en accueillant notamment les émotions, en accueillant une réalité de l'émotion. Accepter un état précis ?
C'est voyager parmi des états de corps qui ont du sens et qui sont ressentis aussi par le spectateur. Et en même temps, quand je parle de narration, on n'est pas sur tout de suite dire des choses au public de manière immédiate et radicale. Je te dis que je vis un truc dramatique et je fais le corps dramatique. C'est juste que je suis vraiment plus en accord avec ce que mon corps veut dire en voyageant autour d'une histoire, que ce soit une mise en scène ou une dramaturgie d'un spectacle de danse. Finalement, c'est un rapport de partage avec le public qui est là, donc être dans l'acceptation aussi de ce rapport au public, pour transmettre ce qu'on a à donner et surtout laisser les gens recevoir ce qu'ils ont envie de recevoir à un moment précis. Je pense que c'est laisser la part de vivant aussi au spectateur. Tu ne lui imposes pas une lecture d'une histoire, par contre, tu lui imposes tes ressentis et les vibrations de ce que tu es en train de traverser physiquement, elles se ressentent. C'est peut-être là la grande différence avec nous, notre pratique à nous, plus théâtrale. Toi, tu dis on n'impose pas une lecture de ce qui se passe, entre guillemets, on n'impose pas une lecture du fond. Nous, un peu, quand même, en théâtre. C'est-à-dire que l'histoire qui se raconte, elle est intangible, elle bouge pas. L'histoire, elle est la même pour tout le monde. Et justement, toi, quand tu travailles avec des comédiens et des comédiennes à qui tu fais explorer ce rapport de corps, comment tu fais pour gérer cette contradiction ? Souvent, ce que je vois le plus, c'est cette dichotomie entre le texte et le corps. Souvent, je me retrouve avec des déclamations qui étaient absolument pas liées à ce que eux vivaient ou ce qu'ils comprenaient de l'histoire. Du coup, le corps ne vibrait pas du tout. C'est comme si j'ai toujours le sentiment qu'il faut redécouvrir, la revivre pour la première fois une pièce quand tu la traverses, en tant qu'interprète, quelle que soit la discipline. Et que pour la redécouvrir, la vie, on la vit de manière pleine, on la reçoit sans l'anticiper. Et du coup, c'est retrouver cette non-anticipation. Je ressens les choses, je vais les traverser à ma manière, parce que c'est mon corps avec mon histoire et mon identité. Mais par contre, ce qui va naître à l'intérieur de ça, dans ma recherche de mouvement, elle va être palpable. C'est ce qui rend, en fait, chaque interprétation unique en fonction de la personne qui l'interprète. Ouais. D'accord. En t'écoutant, moi, j'arrive à poser des images nettes sur ce que tu dis, parce que tu l'as dit. Je te connais, je t'ai eu en prof, maintenant je t'ai en collègue, en ami aussi, mais bon, ça nous regarde. Mais comment tu pourrais décrire à quelqu'un qui n'est jamais venu assister à un cours, comment tu décrirais ton travail ? On va commencer généralement par tout simplement faire un training, ce que j'appelle le training sur chaque cours, où on va venir réveiller le corps, réveiller les articulations, rendre le corps disponible. Ça va être soit par des mouvements, on va dire, un peu plus techniques, soit par de l'improvisation dirigée. Ensuite, souvent, je travaille du yoga, en partie, des étirements. C'est cette idée de rendre déjà le corps open, ouvert à ce qui va se passer, en maîtrise. C'est se retrouver aussi en accord avec son propre corps. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller, ma physicalité, mon énergie, mon tonus, mes modulations. Donc, c'est rendre le corps disponible techniquement. Ensuite, je développe souvent des parties ateliers. Donc, j'ai un peu sorti plein d'exercices, d'improvisation dirigés à droite à gauche sur des éléments essentiels pour développer une technique de corps, entre guillemets. La géométrie dans l'espace, la musicalité, le contact à l'autre. Le rythme. Le rythme, oui, le fameux rythme. Et souvent, je rajoute aussi des parties chorégraphie pure et dure, parce que c'est quand même des attentes de spectacle, avec de la coordination, des timings, des tableaux chorégraphiques qui vont être utilisés dans maintenant beaucoup de spectacles aussi. J'ai 1 milliard de questions qui me viennent et il va falloir maintenant que je fasse le tri de dans quel ordre j'ai envie de te les poser. Okay. La première peut-être, c'est est-ce que toi, qui as du coup beaucoup voyagé pour le boulot et qui a eu l'occasion de voir plein de manières de pratiquer, parce que chaque pays a sa pratique artistique, est-ce que tu trouves que le rapport au corps est quelque chose qui a avancé dans la pratique théâtrale sur ces dernières années en France ? Je ne mettrais pas un avis de l'ordre de est-ce que c'est mieux ou moins bien, parce que quand tu vois Théâtre Mouchkine, quand tu vois Novarina, quand tu vois la danse-théâtre de Pina Bausch, de Kurt Jooss avant, le rapport, la question du corps, elle a sa place depuis très très longtemps dans la réflexion théâtrale. C'est des histoires de choix.
Oui, effectivement, dans le théâtre classique, je pense qu'il n'y avait pas la même manière d'aborder le corps en scène. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les influences sont tellement mixées qu'il est complètement d'actualité. Je trouve que le corps est vraiment d'actualité. Et que c'est moins cloisonné, peut-être? C'est moins cloisonné. Effectivement, Ouais. il y a de plus en plus de ponts entre les arts. Effectivement, par contre, il y a des rapports au corps qui sont très différents en fonction des pays. Ouais. La danse américaine, même si aujourd'hui la mondialisation fait que quand même on a des visibilités sur tout et plein de traditions très diverses, donc les choses se tissent bien plus aujourd'hui, il n'empêche que la façon de concevoir le monde influence la façon de bouger le corps. Donc oui, moi quand je suis partie aux États-Unis, j'ai eu le sentiment de trouver une liberté. Alors c'est beaucoup plus expressif, ça balance, ça envoie, ça a aussi son contrepoint des fois. Chaque technique, chaque façon de faire a toujours des avantages et des inconvénients. Mais effectivement, c'était beaucoup plus libéré dans l'identité de corps, nous, à la française. On est un peu plus dans l'étiquette. Là-bas, c'est un peu show-off. C'est-à-dire, tu fais, si t'assures, c'est génial. On va pas te demander de quelle école tu viens et avec qui tu travailles en ce moment. Avant d'arriver à la manufacture pour la première fois, est-ce que tu t'es posé la question de te dire, mince, par quel bout je vais prendre le truc? J'avoue que ma première année, c'était aussi une vraie découverte. Ouais. J'avais pensé des choses. J'ai offert les choses dans les cours et ça a évolué, comme ça le fait encore aujourd'hui, ça évolue vraiment avec les personnes que je rencontre. Bien sûr. Donc j'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Des fois, il y a des ateliers qui marchent très bien avec des personnes et pas du tout avec d'autres groupes. Donc on est à chaque fois sur une découverte, sur un moment vécu précis. Mais avec le temps, c'est vrai qu'en passant aussi du côté, voir les examens, voir les élèves évoluer dans les pièces, j'ai compris aussi ce dont ils pouvaient avoir besoin et du coup orienter vers ces points que j'identifiais un peu plus compliqués pour eux, un peu plus complexes à maîtriser. Alors justement, j'y viens. Ce qui m'intéresse aussi de questionner avec toi, c'est qu'au sein de l'école, au sein de la manufacture, t'es pas juste... Je vais mettre, les gens le voient pas, mais je fais des guillemets. La prof de danse. Mais bien sûr, t'es pas juste la prof de danse, t'es énormément intégré au processus pédagogique. Tu fais partie du gros tronc commun de l'équipe pédagogique et t'as pas juste ton cours de danse, t'es intégré dans la création de plusieurs spectacles en tant que chorégraphe ou en tant que directrice de mouvement quand il y a besoin d'effets de chœur, etc. Tu le disais, t'es présente aux examens, qui sont pourtant majoritairement des examens théâtraux. À ton avis, c'est quoi l'impact que ça a, là pour le coup, plus sur nos élèves, de t'avoir dans ces moments-là? Je sais pas quel impact ça leur fait, ça faudrait leur demander à eux. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui me faisait complètement confiance, qui m'ont offert la possibilité de créer des chorégraphies pour leur spectacle, de réfléchir aux identités physiques de leurs personnages, d'aider les élèves à tendre vers des rôles, en tout cas vers une sincérité des rôles. Donc c'est ce qui m'a amenée à être de plus en plus participante, on va dire, à l'équipe pédagogique et j'en suis très touchée d'ailleurs. Et puis surtout, on essaye, mais ça je pense que c'est nos appétences à toutes et à tous dans l'équipe pédagogique, mais on essaye vraiment d'avoir des projets croisés. Oui. Je pense au projet comédie musicale qu'on a avec les élèves, où là, t'es responsable des chorégraphies, Leonardo, qui est le prof de chant, est responsable des parties vocales, et Clémence, qui est professeure d'interprétation, intervient à la mise en scène. Vous travaillez tous les trois sur ce projet-là. On travaille vraiment ensemble, ouais. D'accord, de l'élaboration du projet jusqu'aux répétitions. Tu as la sensation que toute la partie chorégraphique, elle intervient plutôt en amont de la partie texte, en après ou vraiment toujours pendant en même temps? La ligne directrice de la pièce, on la décide ensemble en amont. Après, d'un point de vue organisationnel, tout simplement, je ne peux pas travailler par exemple sur des chorégraphies qui sont chantées si le chant n'est pas maîtrisé à l'avance, à la perfection, parce que... il faut qu'ils aient leur souffle, il faut qu'ils puissent retenir les chorégraphies en plus de leur ligne de voix, etc. Et donc ça, effectivement, il y a une histoire d'organisation entre nous pour qu'on puisse être au plus efficace. Pour ce qui est de la mise en scène, chacun a vraiment sa partition, mais c'est vrai que dans les réflexions de mise en scène, on réfléchit ensemble. Je sais que t'es assez...
sais pas si influencé c'est le mot, mais assez touché par le travail de Pina Bausch, dont tu parlais en plus tout à l'heure. Oui. Je sais même que tu fais voir le film Pina de Wim Wenders aux élèves. Qu'est-ce que tu attends à ce moment-là c'est une réflexion que tu veux enclencher chez eux? C'est quoi? C'est un œil critique sur ce qui peut se faire en termes de corporalité et de danse dans un jeu théâtral? C'est une réflexion? C'est vraiment ça. Déjà, c'est leur faire un premier regard sur une chorégraphe emblématique de la danse, qui fait des spectacles qui sont bouleversants et qui a un vrai travail sur parce qu'elle appelle sa compagnie Tanth Theatre, donc vraiment théâtre dansé. D'accord. Ce sont plein de modules, de petites scènes. Pina, elle crée vraiment des petites scènes qui sont tellement dingues. Et après, elle le développe avec de plus en plus de mouvements, mais elle s'intéresse vraiment à l'humain. Ouais. Et je pense que c'est la chose la plus riche en tant que spectateur de quelqu'un qui veut rentrer dans ce monde des arts. C'est cette richesse de l'humain que tu mets en lumière. Et ces questions, elles deviennent presque philosophiques. Tu vis au travers d'eux, tu te questionnes sur ton identité, sur les fonctionnements de société, sur les relations hommes-femmes, sur les relations familiales. Tout peut être dit dans ces spectacles. Et d'ailleurs, dans les ateliers d'exploration que tu fais en cours, il y a ces rapports-là qui sont explorés très souvent. On est sur un atelier de recherche, d'improvisation, il y a un rapport de contact qui arrive avec quelqu'un. Il y a déjà des histoires qui se racontent entre ces rencontres-là et qu'est-ce qu'on développe ensuite avec ça? Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est comme des tableaux vivants. Ce que j'aime bien, c'est que souvent, quand on voit que ce soit des spectacles ou des pièces ou des examens de fin d'année ou quoi que ce soit, je parle là de projets théâtraux, des gens dont c'est pas le métier sont toujours un peu timorés à donner des retours, osent pas trop parce qu'ils se disent mais j'y connais pas grand-chose, etc., etc. Moi, je sais que je trouve toujours tes retours intéressants et pertinents parce que tu as un regard super différent d'une autre et qui est souvent bien plus efficace. Tu vas souvent directement au point. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce que c'est parce que tu as un peu baigné dans ce milieu-là, gamine, dont tu parlais tout à l'heure, ou est-ce que tu crois que c'est vraiment ton angle d'approche qui est celui de la danse qui te permet de voir peut-être les choses autrement? Pour moi, c'est la danse. J'ai un œil plus éclairé du fait de mon expérience professionnelle maintenant sur plein de spectacles différents. Ce qui va, moi, m'intéresser dans ce que je vois, c'est la réalité physique de la scène. Et des gens qui sont en train de faire vivre cette scène-là. Oui, parce que quand on répète trop quelque chose et qu'on le fait et qu'on le refait parce qu'on l'a cherché et recherché pour trouver la meilleure façon visuelle de rendre quelque chose, on oublie qu'on ne doit pas connaître cette scène au départ, qu'on doit la découvrir, la vivre dans l'instant, la revivre, se permettre la liberté de la revivre. Souvent, il y a quelque chose d'un peu limitant dans l'exercice parce qu'on veut tellement bien faire qu'on en oublie d'être dans la relation à l'autre, d'être juste, d'être dans le temps que demandent les réflexions, le dialogue intérieur, les sensations physiques. Tu parles de relation à l'autre. Là, je vais m'adresser autant à Camille Lélu, la chorégraphe, qu'à Camille Lélu, la danseuse. C'est quoi ton rapport au public? Est-ce que toi, tu as la sensation que dans le travail de danse, le public doit être réellement, j'ai presque envie de dire, un partenaire de scène? Ce sont des partis pris, à mon avis, chorégraphiques. Ça dépend de ce que tu veux dire. Tout schéma est envisageable. Par contre, à partir du moment où tu crées quelque chose pour être vu, tu le partages, tu le vis avec des gens. Donc, il me semble que c'est important d'être dans la conscience que c'est un cadeau offert aux personnes qui viennent te voir. Et donc dans le renouvellement tout le temps. Ah bah oui. Oui, on est d'accord là-dessus. Ce qui en fait, fait aussi un petit clin d'œil au travail d'improvisation, dont tu parlais tout à l'heure aussi avec les élèves, être capable de se réinventer, de chercher. Est-ce que tu as la sensation, depuis que tu travailles avec des apprentis comédiens et des apprentis comédiennes, que le rapport d'improvisation dans la recherche se facilite au fur et à mesure du travail de corps? Ah, c'est sûr. Mais même moi, j'en suis enrichie, en fait, en tant qu'enseignante. Ah ouais, tu le sens?
parfois j'étais limitée dans ma propre technique parce que je voulais tellement bien faire et En tellement, tant que danseuse, tellement bien faire, tellement montrer que je maîtrisais, que je faisais des choses incroyables, etc., que je passais aussi à côté de qui j'étais. Ouais. Et ce qui est génial avec les comédiens, c'est que n'ayant pas de forme, de schéma physique dans leurs propositions, il y a une inventivité qui est folle. On a des élèves avec des corporalités super différentes. On a des petits, des grands, des personnes maigres, des personnes fortes. Comment on gère tout ça? Comment toi tu gères? C'est ma volonté de leur faire comprendre que c'est une qualité, que leur identité physique est un atout. Tu peux être très grand et découvrir ta souplesse et être plein de ce corps immense qui a plein de choses à dire au plateau. Être petit, trapu, ultra physique et utiliser cette physicalité, avoir des rondeurs, mais être aussi over sexy et bien dans ce corps. Ce qui est important, c'est de sentir que ce corps est le nôtre, il a plein de choses à raconter et qu'il est prêt à le faire. J'adore ce rapport-là. Ce rapport on voit ce qu'on a et à partir de là, on voit ce qu'on fait. C'est cette envie de faire comprendre que tout le monde est danseur. Et quand tu travailles avec des metteurs en scène ou des metteuses en scène sur des spectacles où on te demande d'intervenir en tant que chorégraphe, là je parle vraiment de spectacles de texte, comment tu fais pour t'intégrer dans ce processus dont c'est pas le cœur? Souvent, ça vient du dialogue avec le metteur en scène. Qu'est-ce que lui veut dire par ce biais de ce moment dansé? Ouais. Quelle est la volonté du personnage en particulier ou pourquoi il a absolument à ce moment-là besoin de danser? Qu'est-ce qui le motive? Et donc, c'est ces effets de motivation qui vont donner de la personnalité à la chorégraphie. On va arriver vers la fin du podcast. J'ai encore une ou deux questions. Et c'est les questions où je fais exprès d'être l'avocat du diable. Allez, vas-y. Admettons, je suis un jeune comédien, ou un comédien d'un certain âge d'ailleurs, peu importe. Et je te soutiens mordicus que je vois pas bien à quoi ça me servirait de faire de la danse en tant que comédien. Mon métier, c'est de faire du texte. Fais de la radio. Il y a des gens qui font de la radio qui sont en plus de très bons danseurs. Mais j'en doute pas. C'est difficile de convaincre quelqu'un qui n'a pas la porte ouverte à cette idée-là. C'est sûr. Je lui dirais de se réconcilier avec son corps. Je pense que c'est par peur, beaucoup. Je pense que tous, on a nos limites avec notre corps et notre identité de corps. Et la société, en plus, ne facilite pas ça, des fois. Ouais. On oublie le corps. On est dans une société qui pense beaucoup, qui montre beaucoup le corps. Mais on oublie d'être en relation avec nos corps, je trouve. Et ma toute dernière question, c'est la position inverse. Admettons, on boit un verre tous les deux. Je suis un danseur, exclusivement danseur. Et je te soutiens que la danse, c'est pas pour les gens qui font du théâtre. Eux, c'est vraiment des verbeux. Je vois pas bien pourquoi j'irais m'emmerder à aller faire de la danse avec des comédiens. Je peux l'entendre. J'entends ce discours. La danse, elle est multiple. Ce type de danseur, de chorégraphe, va avoir envie de travailler avec des corps qui vont être travaillés comme des danseurs. Après, je crois que les ponts entre les arts sont... D'une manière générale, le pont entre la vie et le pont entre les arts est nécessaire pour devenir un meilleur artiste. Mais ce n'est que mon avis. Mais on le partage, donc ça va. On arrive à la fin de ce podcast, Camille. Je vais juste en arriver au petit remerciement, parce que en plus, tu as ouvert le bal de ce podcast. Tu étais la première invitée. J'ai ouvert le bal. Tu as ouvert le bal pour une danseuse, c'est quand même chouette. Si tu devais conseiller, allez, une œuvre, n'importe laquelle. Une œuvre ? Ouais, une œuvre. Peu importe quoi, un film, bouquin... Je peux pas en conseiller qu'une. Ouais, allez, je suis influencée par Emeline à ma gauche qui me dit West Side Story. C'est notre ingénieur son et c'est West Side Story. À voir absolument pour un comédien quand même. Oui, ça, je suis assez d'accord. Les deux versions. Merci Camille, tu seras en travail avec les promos des premières, deuxième et troisième années pour un show d'ouverture au Palais des Glaces. Soirée d'impro en janvier. En janvier 2023, précisons-le, si vous Exact. écoutez ce podcast plus tard, c'est trop tard. Vous êtes passé à côté. Et puis, bien sûr, cette comédie musicale, l'année dernière, vous avez monté la petite boutique des horreurs avec les premières et les deuxièmes années. Et c'était chouette. Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire le titre de la comédie musicale de cette année ? Le droit. On a le droit ou pas ? On me fait non à ma gauche. On fait non ? On est obligé de garder la surprise. On peut pas donner un petit indice ? Gospel ? Merci beaucoup Camille. Merci à vous. À très vite.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans cet épisode de La Manufacture de l'acteur, le podcast imaginé par Clémence Carayol et Emeline Paulet, et présenté par Félix Philippard. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.